À l'île Maurice, la pêche côtière est une activité traditionnelle. Pourtant, année après année, les petits pêcheurs constatent une diminution drastique du volume de leur prise. Parmi les raisons les plus souvent invoquées pour expliquer cette raréfaction du poisson, la pêche industrielle. Nous avons un PCR au gros ici, beaucoup de PCR au gros nous avons ici. Le gouvernement lui donne un permis, japonais, Taïwan. Là, je peux la pêche au grand la mer, je peux la pêche en bas, nous, là, petit PCR la pêche là, nous sommes en radio qui va nous mettre là. Notre pays, l'autre marin, depuis là, nous trouvons l'autre marin, nous tous autres déos, 4-5 bateaux, toutes les races avec d'autres, qui la pêche, qui nous la pêche. En à peine plus de 10 ans, l'île Maurice est parvenue à construire un tout nouveau secteur économique, le Seafood Hub. S'appuyant principalement sur la transformation et l'exportation du thon, ce nouveau domaine d'activité s'est épanoui grâce à des accords commerciaux conclus entre Maurice et l'Union européenne. For this year, the export strategy of Mauritius will be such that we will be exporting roughly 15 billion Mauritian rupees on the EU market. And we are doing so where the export strategy orientation of Mauritius is occupying roughly 20% of the overall commodity export of Mauritius. We are safeguarding nearly the employment in the processing sector, direct employment of 8,000 people, and indirectly when all the purseaners and longliners come down into port, there is an associated activity of 16 additional jobs. And the strategy of Mauritius putting the scenario of the ocean economy development pattern, you'll find that the fisheries sector is leading. Poids lourd de l'économie mauricienne, le groupe IBL s'est massivement investi dans l'industrie des transformations des produits de la mer. Nous avons commencé et débuté nos opérations dans la longe de thon. Depuis, nous nous sommes diversifiés. Nous produisons des poches de thon variant d'un format de 650 grammes à 7 kg et nous fournissons les plus gros importateurs européens. Mais c'est un secteur aujourd'hui qui est plus gros que le secteur sucre, par exemple, notamment dû au fait que l'industrie mauricienne, le sucre et le textile se sont un peu essoufflés au cours des dernières années. Et donc l'industrie thonière a été un bon relais à cette phase du développement industriel de Maurice. Dans ce modèle de développement industriel, comment intégrer la pêche traditionnelle ? Les pêcheurs artisanaux se retrouvent aujourd'hui à être obligés de pêcher plus au large parce que les ressources dans le lagon ont été quasiment détruites par les développements côtiers, aussi bien résidentiels qu'hôteliers, et par les activités humaines. Donc ils se retrouvent coincés entre les pêches étrangères qui donc pêchent au large et la pression de la côte où on ne veut plus tellement voir de pêcheurs dans les lagons, on les préfère les voir en dehors des lagons. Et donc ces pêcheurs-là se retrouvent à pêcher sur des dispositifs de concentration de poissons, des FADS comme on le dit à Maurice, des radeaux. Il y a des espèces de poissons que les pêcheurs appellent thon japonais, qui sont des gros poissons qui passent aux alentours de mars et avril chaque année, qui ne voient presque plus. Les bandes bonites sont beaucoup plus éparses. Et les pêcheurs artisanaux pointent souvent du doigt les flottes de pêche étrangères qui, elles, ont des méthodes beaucoup plus agressives par rapport à notre environnement marin avec leur scène, comme étant la cause de leurs problèmes. Mais des comportements dévastateurs ont aussi joué un rôle important dans la dégradation du milieu côtier. Quand on regarde l'histoire du lagon mauricien, on a pêché à la dynamite pendant beaucoup d'années, ce qui fait qu'on a détruit le récif corallien. On a pêché en utilisant des pesticides pour mettre dans les trous du récif corallien et donc on a détruit le corail qui est la source de nourriture de l'écosystème de ces poissons. On a utilisé des casiers, on a utilisé le fusil sous-marin, on a piétiné les coraux. Et donc c'est une histoire de 20 ans ou de 30 ans de maltraitance
des lagons et du récif corallien qui fait qu'aujourd'hui, nous accusons le coût de cette maltraitance. Loin de ce débat, les autorités privilégient une stratégie de développement industriel en exploitant, depuis une trentaine d'années, une réelle opportunité. Over the years, if we recall back historically, we'll find that the number of licenses did oscillate around 85 to 90. But, there is a big but. Why do they take these licenses? Because in the event that the fish migrates in the EEZ of Mauritius and one of these vessels are seen to be operating illegally, it would be an IUU vessels. That's the first scenario and condition dictating the intake of licenses. They take the licenses, they pay us the licenses, but they very rarely use this opportunity. Why? Because the tuna tagging experiment, it's unfortunate and sad to say, this is the reality of the day. The migratory pattern of tuna is located only in the Agalega waters area. So you'll find that it is not like in Seychelles waters or like in the Mozambican waters or Malagasy waters or even in the Tanzanian and Kenyan waters. Effectivement, les eaux mauriciennes sont pauvres en thon, à l'exception de deux petites zones, au nord près d'Agalega et au sud pour la pêche au germon. De ce fait, les actions de pêche des thoniers-seineurs ont rarement lieu dans la ZEE mauricienne. Si l'on considère l'année 2012 telle que suivie par le centre d'Albion, sur 24 thoniers-seineurs licenciés par Maurice, 9 sont entrés dans la zone économique exclusive de Maurice et seulement 4 d'entre eux ont effectivement pêché. Et le total des captures s'est élevé à 1882 tonnes, ce qui est très loin donc du tonnage de référence fixé à 5500 tonnes. Dès lors, comment imaginer que ces mêmes seineurs soient responsables du dépeuplement du lagon? La confusion entre deux types de seines pourrait expliquer ce malentendu. Il faut savoir qu'il existe effectivement une pêche à la seine à Maurice. Mais c'est un type de seine complètement différent. C'est un filet qui fait 2 ou 3 mètres de hauteur, il fait peut-être une centaine de mètres de long, mais si le pêcheur était correct avec lui-même, il n'y a uniquement que 20 licenciés de pêche à la seine à Maurice. La pêche industrielle, il faut savoir que si on la définit telle que pêche industrielle, elle est faite plus loin que les 12 000 nautiques de notre île. Cette pêche-là ne peut pas avoir une incidence aussi importante sur les prises qui sont faites dans le lagon. Un seineur est un très très grand bateau qui, pour pêcher, il a besoin d'un minimum de 500 ou 600 mètres de profondeur. Il a des filets qu'il va lâcher et qu'il va faire en filet tournant. Et sa technique de pêche va l'empêcher de pouvoir faire ne serait-ce qu'un pas dans le lagon mauricien. Principal armement de pêche de la région, la compagnie réunionnaise Sapmer adopte une approche durable en privilégiant une pêche responsable. Nous pêchons à la Seine, à la différence de la palangre, qui n'est pas la même chose, puisque la palangre ce sont des hameçons. La Seine c'est un simple filet qui entoure un banc de poissons. Et de ce banc de poissons qui est prisonnier au sein d'un filet, mais qui est vivant bien entendu, nous capturons avec une salabarde, donc c'est le nom, c'est une grande épuisette, et nous prenons les espèces que nous voulons dans cette seine, que nous mettons directement dans un congélateur, un gros congélateur que nous avons à bord du bateau, puisque nous congelons nos prises à moins 40 en froid sec à bord de notre lit. Comment la pêche à la seine peut-elle contribuer à réduire l'impact de la pêche au thon sur le milieu marin? C'est une technique de pêche qui est très protectrice de l'environnement. La Seine entoure un banc de poissons, potentiellement quelques mammifères marins, mais la Seine ne fait que l'entourer. La Seine ne monte jamais le poisson à bord du bateau. Et donc c'est une pêche qui est très sélective, puisque nous choisissons exactement, et nous prenons et nous mettons à bord du bateau, nous capturons uniquement ce que nous voulons. Donc ça c'est important de le dire, puisque c'est à la différence peut-être de la palangre, où malheureusement à l'hameçon, il peut être pris une tortue, il peut être pris un dauphin, il peut être pris un requin.
Alors le thon se pêche par définition autour de l'équateur, on considère 10 degrés nord, 10 degrés sud par rapport à l'équateur tout autour du monde. Dans l'océan Indien, ils ont des fois une tendance à descendre dans le canal du Mozambique. Ce n'est pas toujours, ce n'est pas tous les ans bien entendu, mais en général c'est un circuit qu'ils font en fonction des courants. Ces navires géants, qui congèlent des centaines de tonnes de thon dans leurs cales, sont-ils en train de vider l'océan au détriment des populations côtières? Si vous divisez les deux, les seineurs ou la pêche industrielle, et là ils pêchent à peu près 40%, et la pêche artisanale c'est à peu près 60% dans l'océan Indien. Toutes les espèces qu'on fait des assessments, le seul stock qui dans pas en rouge mais en orange, on peut dire, on arrive vers on a une tendance vers le surexploité, c'est le albacore, le thon blanc. Les autres espèces comme le thon jaune et bigaille et le thon grillé sont tous en bonne santé. Une analyse optimiste mais contestée. Le système actuel de pêche industrielle n'est plus soutenable et n'arrive plus finalement, il a dépassé la capacité de pêche qu'il aurait dû avoir et donc il y a ce problème par rapport à l'environnement marin. À ça, il faut ajouter qu'il y a aussi beaucoup de flottes internationales qui viennent et qui pratiquent la pêche illégale, ce qu'on appelle le IUU fishing, donc la pêche non déclarée, la pêche non rapportée et la pêche illégale, donc soit sans licence. On a aussi des transbordements en mer qui font que certaines prises ne sont pas prises en compte correctement. On a également la pêche intensive aux requins qui se passe dans les eaux mauriciennes et qui pose un réel problème par rapport aux populations de requins. La traque au hors-la-loi qui pêche illégalement est donc devenue une priorité. Nos contrôles en mer durent en moyenne entre 3 et 8 heures. Donc s'il faut qu'on attende 24 heures le temps de relever 170 km de palangre, on attend le temps qu'il faut. D'ailleurs, certains inspecteurs ont dormi à bord des navires qu'ils étaient en train de contrôler. Nous contrôlons beaucoup plus que cela. Par exemple, sur les thoniers seineurs, nous contrôlons y compris le journal des chambres froides. Les thoniers seineurs sont suivis toutes les heures ou toutes les 2 heures par les systèmes de suivi par satellite des navires. Donc ils envoient volontairement leur position et leur vitesse, très important parce qu'avec la vitesse on sait s'ils sont en activité de pêche ou pas, toutes les 2 heures au centre de surveillance des pêches du pays dans lequel il est. Donc un thonier seineur espagnol ou coréen, je crois qu'il y en a, qui se trouve dans la zone de pêche de Madagascar, envoie à Madagascar sa position et sa vitesse toutes les 2 heures. Donc ça, il y a quand même, je dirais, un suivi, une transparence d'activité qui est relativement forte. Mais les gros thoniers seineurs ne sont pas les seuls à pêcher dans l'océan Indien. Des milliers d'embarcations de tailles diverses, utilisant lignes et filets, pêchent le thon dans la région. Le risque de surpêche existe donc. Donc si on regarde dans le court terme, tout est beau, mais si on regarde dans le long terme, on se retrouve avec un décalage entre la réalité, donc la façon dont la ressource est exploitée, qui est surexploitée, et vraiment les impacts long terme qu'on voudrait avoir. Et par rapport à ça, les pêcheurs artisanaux se retrouvent un petit peu, ils se sentent délaissés, ils se sentent un petit peu abandonnés par l'État et l'Union européenne. Ils se demandent où passe l'argent qui est versé par l'Union européenne chaque année. Il y a 650 000 € qui sont supposés être versés à l'État, une partie pour l'aide à la pêche artisanale, au développement durable de la pêche artisanale, etc. Manque de transparence par rapport à ça. Manque d'implication aussi. Par exemple, quand les accords de pêche sont négociés avec l'Union européenne, on se rend compte que les pêcheurs artisanaux ne sont pas partie prenante de ces négociations. Alors on se pose la question, est-ce que l'Union européenne et le gouvernement mauricien ont des choses à cacher? Pourquoi est-ce que ces négociations-là ne se font pas sur des tables ouvertes, qu'il n'y a pas de consultation générale et que le point de vue des pêcheurs artisanaux, qui ont un droit également sur les stocks de poissons, n'est pas pris en compte? Pour l'Union européenne, la consultation des groupes concernés a cependant bien eu lieu. Et le syndicat des pêcheurs a été consulté dès l'évaluation. Tous les acteurs ont été concernés et j'y ai moi-même veillé pour arranger les rendez-vous entre le consultant et le syndicat des pêcheurs de Maurice. Et en ce qui nous concerne, donc, nous sommes attachés à la transparence du dispositif et vous vous souviendrez que dès lors que les accords ont été négociés et signés, une conférence de presse a été organisée pour en donner le contenu au public. Les petits pêcheurs ont pourtant bien le sentiment d'être ignorés. Étant donné qu'ils vont pêcher toujours peut-être dans la voie haute, je ne pas trouver dans une
forum approprié que peut prendre une décision, parfois une décision peut prendre à autres insu et contre eux autres. Maurice les paye une flottille de pêche, proprement dit, le poisson il paraît en place, paye l'autre alternative qui nous besoin de développer un partenariat avec d'autres pays. Alors, si Maurice les paye de nous aide pour le droit à l'accès à nos ressources, il peut donner nous une sorte de compensation, il est welcome. Et moi, je me souhaité qu'une partie de l'argent-là réinvesti pour la promotion et le développement de la pêche artisanale à l'île Maurice. The Fisheries Sector Support Policy, 302,500 euros are destined purposely for them to upgrade their landing infrastructures, to provide them with ice-making machine, to sustain their operation around the fad fishery, and to embark them. This is the sine qua non condition on all the purse seiners available or all the longliners available, and they will get the gist of being embarked outside the scope of the agreement on all the Mauritian flag purse seine and longliners that we are going to have in the future. Embarqués pour une longue campagne de pêche, tous ne sont peut-être pas prêts à le faire. Parce que le gros bateau, si vous pouvez aller, le gros bateau, la pêche, tantôt, vous pouvez retourner. Vous pouvez aller pour 3 mois, pour 4 mois. Vous comprenez, mais il n'a pas envie qu'ils aient la cale pour aller passer 3 mois, 4 mois de haut. Pour maîtriser l'avenir de sa pêche, l'île Maurice s'est engagée sur la voie de la création d'une flotte nationale. We are trying to build a local fleet capacity so that once in future we will also be harnessing the resources. Though we don't have an abundance of resource, we can strategize regionally under bilateral agreement to harness the resources. Cela ne signifie pas pour autant que l'Europe renoncera au thon de l'océan Indien. Elle paie un droit de pêche qui lui donne un accès à cette ressource. L'Union européenne n'achète pas de thon. Il s'agit bien d'un droit de pêche. Et les accords prêtent parfois à confusion, semble-t-il, mais il n'est jamais question de négociation d'un quota de capture, comme on peut le lire ou l'entendre. Il s'agit bien d'un droit de pêche. Et il y a une compensation qui est donc versée correspondant à des possibilités de pêche. Pour autant, ce succès industriel ne doit pas occulter le fait que la réalité à laquelle doivent faire face les pêcheurs côtiers est chaque année plus difficile. Leur survie, comme la survie d'un milieu marin en bonne santé, dépend du niveau de conscience de l'ensemble de la communauté nationale et des mesures qui pourront être prises pour préserver nos côtes. Ce n'est que dans ces conditions que l'île Maurice réussira le pari de faire coexister une pêche industrielle essentielle à sa balance commerciale et une pêche traditionnelle vitale pour sa population.